Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que toi aussi tu penses que le CBD c'est un peu de la merde. Si pour toi le CBD est une hérésie, que c'est dégueulasse et que c'est un peu de l'arnaque, tu as certainement raison et on va te montrer pourquoi dans cette vidéo. Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va aussi essayer de te convaincre que le CBD est une bonne alternative au THC, un moyen de sortir de l'addiction et même pour d'autres raisons à condition de consommer un CBD de qualité. Alors aujourd'hui on va essayer de comprendre ce qui différencie un bon CBD d'un mauvais CBD. D'ailleurs, petite pause pour te dire qu'il ne reste plus que quelques jours pour profiter de nos fleurs de la saison 2023 et ce à moins 20% sur tout le site, moins 10% supplémentaires si tu rejoins la lettre Blateau, premier lien en description. C'est gratuit, il suffit juste d'une adresse mail. Tu te retrouveras avec les meilleurs produits du marché, manucurés à la main, produits en extérieur et en serre, sur notre magnifique terroir du sud-ouest bien sûr. Goût et qualité seront au rendez-vous. Il nous reste plus que 4 variétés sur les 5 et en exclusivité une fleur d'enté avant l'heure, la Temple Cake. Alors nous on te l'envoie tout de suite sur blateaucbd.fr et ce mois-ci comme au mois de juin, 20% de notre chiffre d'affaires brut produit sur le site internet sera reversé à une association. Comment ça se fait que certains revendeurs en ligne de CBD proposent une fleur à moins d'1,50 € le gramme, sachant qu'ils doivent marger sur le prix du grossiste, le grossiste aussi devant marger sur le prix du producteur. Il y a forcément des magouilles et des concessions faites sur la qualité pour arriver à un prix aussi bas et on va voir lesquelles. Tu auras sûrement remarqué que la plupart des fleurs présentes dans les CBD shops ont une espèce de teinte marron clair. Parfois elles ont carrément l'air cramées ou alors tout l'inverse, on dirait carrément des moonrock. Elles sont toutes vertes fluo, toutes lisses, comme cette espèce de grosse merde là que vous pourrez retrouver dans absolument tous les CBD shops de France. Et comme tu le sais bien, ça c'est pas du tout normal pour une vraie fleur de canard. Cela bien sûr témoigne d'une très mauvaise conservation, une trop grande exposition à la lumière, aux UV, ce qui non seulement détruit complètement les principes actifs de la fleur, mais aussi oxyde la matière végétale dont elle est composée, ce qui donne le fameux goût de paille ou de foin pour certains. Un test très simple pour vérifier ce qu'on est en train de te dire et pour estimer la qualité d'une fleur, c'est de la regarder avec une loupe ou mieux avec un microscope ou alors le mode macro de ton téléphone portable si tu disposes du mode macro sur ton téléphone portable, comme les images que Raphaël va vous mettre à l'écran, notamment sur la fleur que je vous ai montré là, la GoPro. Et en comparaison, tu peux apprécier le résultat à côté d'une de nos fleurs. Il faut savoir que ce sont nos fleurs de l'an dernier. Tu dois pouvoir observer les trichomes sur la fleur ou au moins un petit peu en profondeur dans celle-ci. Si tu n'en vois pas ou que tu vois des espèces de bizarreries à la surface, ce qui est le cas de plus de 90% des fleurs, c'est soit qu'elles ont été manipulées, soit qu'elles sont tout simplement mauvaises, que ce soit pour des problèmes de culture, de conservation, de séchage, etc. etc. Pour ceux qui l'ignorent, le trichome c'est le numéro 1 des critères. C'est le signe d'une cannabiculture naturelle et de qualité. Les trichomes referment cette fameuse résine pleine de terpènes et de cannabinoïdes. S'il n'y a pas de trichome sur ta fleur, c'est comme si tu fumais de l'herbe séchée. La fleur étant que la matière végétale sur laquelle se trouvent les trichomes. Parfois au microscope, tu peux observer des petits cristaux orangés qui sont les terpènes rajoutés artificiellement sur la fleur. Et au mieux, tu verras rien que de la feuille ou de la matière végétale. La recherche de la rentabilité de la production de masse amène inévitablement une baisse de qualité. Et c'est le cas pour toutes les productions agricoles en général. Fruits, légumes, élevage, les tomates et autres légumes que tu achètes en supermarché, hors de leur saison de production et qui coûtent pas cher, sont en général dépourvus de goût et ont beaucoup moins de nutriments en leur sein. Et la weed n'en fait pas du tout exception. C'est peut-être même pire dans le marché actuel en France qui n'est pas si cadré que ça et où le consommateur n'est pas encore si regardant que ça non plus. Une mauvaise culture, un mauvais séchage ou un mauvais stockage induit par cette industrialisation de la filière amène un très mauvais produit fini qui va dégoûter le consommateur et qui va le renvoyer sur le marché du THC, ce qui est fortement compréhensible.
Pour répondre à notre question, il faut déjà comprendre d'où vient le CBD que tu achètes et par qui il est produit. Déjà, il faut savoir qu'il y a très peu de CBD qui est produit en France en rapport des quantités qui sont consommées. Et pourtant, la France est l'un des plus gros marchés du CBD en Europe, juste derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais c'est surtout le plus gros consommateur de canna en général, et ça, je pense que tu es au courant. Et pourtant, il y a encore peu de producteurs au sein même du territoire, et c'est encore pire au Royaume-Uni puisqu'il n'y a quasiment pas de production vu que c'est interdit. Et puis même leur climat c'est de la merde, donc dans tous les cas ils peuvent pas faire pousser. On distingue donc aujourd'hui dans le théâtre de la filière du CBD les pays qui produisent et les pays qui consomment. Parmi les pays qui produisent, il y a la Suisse bien évidemment qui, grâce à sa législation avantageuse en matière de canna et puis surtout son expérience de plus de 10 ans dans le domaine, a pu prendre les devants en matière de production, notamment en intérieur. Et oui, ils n'ont pas forcément des hectares pour produire vu la superficie de leur territoire et aussi le relief, donc ils ont dû s'adapter. Il y a bien sûr l'Italie en seconde position avec un climat méga propice et de vastes étendues et surtout de nombreuses exploitations agricoles. Et on retrouve aussi dans la même configuration l'Espagne. Mais bien sûr, devant eux, les États-Unis et le Canada sont des géants de l'industrie du canna. Le souci, c'est qu'on retrouve de tout dans le marché français. Comme on l'a dit dans d'autres vidéos, c'est une filière qui est très mal régulée et qui représente beaucoup d'argent. Dans les CBD shops et les boutiques en ligne, tu retrouveras principalement du CBD suisse. Et sans dénigrer leur travail, il faut dire que ça manque parfois de transparence. Surtout que ces dernières boutiques se fournissent principalement à des grossistes, parfois français, mais parfois étrangers, et cela rajoute une couche d'opacité sur la provenance et la qualité des produits. Déjà, la Suisse s'est fixée depuis un petit moment sur un taux de THC maximal à 1%. Quel rapport avec le CBD, me diras-tu? Eh bien, le taux de THC détermine en grande partie la qualité finale de la fleur. Pourquoi? Parce qu'en gros, les variétés cultivées pour obtenir de la fleur de CBD, naturellement, sont tout simplement issues de nombreux croisements et sélections génétiques afin d'obtenir une plante au principe actif faible en THC et forte en CBD. Le souci, c'est que ça fait plus de 50 ans au moins que les breeders, c'est-à-dire les gens qui font cette sélection, travaillent sur des génétiques THC afin de faire exploser les taux. Et oui, sur le marché noir, on cherche toujours plus la défonce, ce qui explique pourquoi entre les années 90 et le début des années 2000, on a vu le taux de THC dans les fleurs de canna du marché noir passer d'environ 10% à maintenant plus de 30%. Bien qu'on arrive à une limite physique aujourd'hui, il a fallu faire machine arrière pour créer des variétés CBD qui ne sont pas du stup et qui produisent moins de 1% de THC. Et ainsi, certaines banques de graines et des breeders, avec l'essor du marché du CBD, ont commencé à croiser des variétés THC avec des variétés de chanvre destinées à la production de fibres et de graines qui, eux, ne contiennent quasiment aucun principe actif. Malheureusement, cela impacte très fortement les variétés qu'ils ont créées, que ce soit en termes d'effet ou de goût. Les producteurs de CBD se sont donc retrouvés pendant longtemps dans un dilemme à choisir entre le taux et le goût. Il existerait une corrélation, ou du moins un rapport, entre les taux de principe actif. En général, on parle d'un ratio de 1:20, c'est-à-dire que pour obtenir naturellement 20% de CBD, la plante va également produire au moins 1% de THC. Cela joue aussi un rôle sur la production des terpènes, responsables du goût et de la saveur de la plante. Plus on laisse fleurir longtemps, plus les terpènes se développent et sont originaux, forts et goûtus. Mais plus on laisse fleurir, et bien plus le taux de THC augmente. C'est ainsi qu'une limitation à 1% de THC comme en Suisse permet d'avoir une bien meilleure qualité que notre THC française à 0,2, aujourd'hui 0,3% de THC. Maintenant que tu comprends tout cela, tu vas me dire que le CBD suisse il est bien meilleur que le CBD français. Eh bien en théorie oui, mais en réalité non. Enfin attention, il y a de très bons CBD en Suisse, comme partout, mais globalement la grande majorité de ce qu'on retrouve dans le commerce est de mauvaise qualité. Pourquoi? La France est un immense marché pour les producteurs suisses. C'est un peu leur poule aux œufs d'or. Mais à l'exportation, ils doivent se conformer aux 0,3% de THC. Donc pendant de nombreuses années, ils ont tout simplement produit 1%, comme c'est possible dans leur législation, et ont ensuite utilisé différentes techniques de rabaissement pour amener leur taux jusqu'à 0,2%, voire 0,3% aujourd'hui. Parmi ces techniques, il y a les solvants de type alcool, les machines d'extraction au CO2, mais également les machines de trimming, donc défeuillage, et d'autres techniques plus obscures encore. L'objectif étant de diminuer la quantité de trichome présente sur la fleur pour baisser le taux de THC. Or, on ne peut pas baisser le taux de THC sans baisser celui de CBD, et encore moins sans détruire les terpènes, vu que tout est contenu dans le trichome. Donc souvent, les fleurs, après avoir été rabaissées, sont reterpénisées derrière, avec des arômes artificiels en fait, et on sent très vite. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, je te l'accorde, il y a eu un gros travail fait sur les génétiques, et aujourd'hui on arrive à avoir des variétés à 0,3% de THC qui produisent de vrais terpènes et de vraies saveurs, mais également des taux de CBD très intéressants. Mais il y a eu pendant longtemps de très mauvais produits provenant de Suisse, mais également d'Italie et d'ailleurs, rabaissés, bourrés de produits chimiques, qui se retrouvaient dans les boutiques et dans les shops en ligne, et ce partout en France. Des fleurs immondes au goût fortement artificiel, sans aucun effet et qui donnaient parfois mal au crâne. En Italie, la production de fleurs se fait plutôt en extérieur, en plein champ ou sous serre, mais pour diverses raisons, leur qualité globale est assez médiocre, bien qu'il y ait des exceptions, sûrement à cause des coûts de production qui sont toujours tirés vers le bas. On parle souvent du CBD comme étant du foin, et c'est vrai qu'on a vu nous-mêmes des produits venant d'Italie, d'Espagne ou d'ailleurs qui sont complètement
cramés, qui ne ressemblent à rien et qui ne donnent pas du tout envie de les goûter. Et rien de très appétissant, cela peut venir bien sûr de plein de choses, mais principalement de la conservation. En France, il y a également du très mauvais CBD qui est cultivé. Mais une part de l'explication se trouve dans l'utilisation de génétique de mauvaise qualité. Le fameux catalogue européen qui contraint les cultivateurs à acheter leurs semences à des fournisseurs très limités. Certains parlent même de mafia, bride le travail de recherche, mais surtout nous oblige à utiliser des génétiques faibles en TN et en cannabinoïdes. Oui, il est important d'avoir une régulation sur les semences pour éviter que chacun fasse n'importe quoi et qu'on se retrouve avec des champs de stupes. Mais aujourd'hui, la plupart des graines qu'on peut acheter certifiées sont issus de génétique à fibres ou à graines. Autant te dire que c'est une catastrophe en ce qui concerne la qualité des fleurs. Aérées, sans structure, avec des terpènes dégueux et très peu présents, un taux de CBD très faible. Ces variétés n'ont aucun intérêt si ce n'est d'avoir un taux de THC inférieur à 0,3%. Et encore, c'est pas toujours le cas. Autant cultiver du foin. On va nous traiter de mauvaise langue parce que c'est en train de changer doucement. Avec l'inscription au catalogue de variétés de génétique faites pour la fleur, mais c'est encore très en retard comparé à ce qui se fait déjà sur la graine de collection et à des années-lumière de la qualité gustative d'une fleur de THC malheureusement. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que le CBD devienne aussi goûtu et certaines génétiques même commencent à tromper les plus fins connaisseurs. Sans normes et sans critères précis pour juger la qualité d'une fleur, c'est au final le tarif qui dirige le marché. Et dans notre système capitaliste qui pousse à la rentabilité, on va voir que les concessions faites pour gagner quelques centimes peuvent gravement impacter la qualité et la propreté de la fleur, que ce soit au niveau de la culture, du séchage, de la manucure ou du stockage. On a vu comment le choix de la variété peut grandement impacter la qualité, même s'il y a aussi les conditions de culture. Si les producteurs travaillent dans des champs contaminés de pesticides et de métaux lourds, cela va impacter la qualité et la propreté de la fleur. L'utilisation d'engrais minéraux, chimiques aussi, va impacter la qualité et c'est couramment le cas dans des grosses exploitations où tout cela revient moins cher. Ce genre d'intrants chimiques qui donnent un mauvais goût aux plantes et parfois ils utilisent des PGR, des régulateurs de croissance dont on ignore les effets sur la santé. Après la culture, le séchage joue aussi un rôle crucial sur la qualité de la fleur. Un séchage trop rapide dans des conditions trop chaudes ou sèches peut rapidement dégrader la qualité des terpènes et en général les principes actifs du canna. Un séchage trop long et humide peut lui emmener de la moisissure telle que le botrytis, etc. Responsable non seulement d'un mauvais goût au sein de la fleur, mais aussi de gros risques sanitaires liés aux mycotoxines desquelles on parlera dans une vidéo très prochainement. Vidéo dans laquelle on va débunker le blabla autour des métaux lourds et où on va plutôt parler de ces dites mycotoxines. Le séchage est quasiment l'étape la plus décisive pour déterminer la qualité de la fleur et souvent quand le CBD est produit en grosse quantité, cette étape est grandement négligée. Sur les grosses productions, on oublie aussi souvent l'affinage et on passe directement au stockage qui est souvent très mal géré aussi. Passant de producteurs à grossistes, de grossistes à revendeurs et de revendeurs à consommateurs, tout ça dans des très mauvaises conditions. La qualité du stockage va grandement impacter la durée de vie de la fleur. D'ailleurs, qu'est-ce que j'en fais de cette merde là ? Allez, hop. Mais peut-être que le pire du pire en termes de travail post-récolte reste la manucure. Ou devrais-je dire l'effeuillage. Tout ce qu'on a listé jusqu'à maintenant joue bien sûr un rôle non négligeable dans la qualité, mais tu dois savoir qu'avant d'être commercialisé, la tête de CBD doit obligatoirement subir un travail de nettoyage par rapport à ses feuilles. On appelle ça manucure ou trim en anglais. Cela consiste à retirer toutes les petites feuilles qui entourent la fleur afin d'avoir un produit fini propre, compact si possible et esthétique. Les petites feuilles qui entourent la tête contiennent bien sûr moins de trichome que la fleur en tant que telle, donc on les retire. Et en plus, ça aurait un certain goût de chlorophylle si on les gardait. Pour réaliser cette tâche de façon industrielle, sur des grosses quantités, il est obligatoirement fait par des machines qu'on appelle trimeuses. Il en existe de toutes sortes, mais en général, ce sont des gros tambours en maille fine ou grillagés, où les fleurs brutes sèches, ils sont introduites et cela fonctionne comme une machine à laver en fait. Avec la friction et les impacts, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec des
fleurs toutes lisses et très bien effeuillées, un peu trop bien même. Elles sont alors manucurées comme disent les passionnés. Sauf que dans manucure, il y a manus, la main en latin. Parce qu'à l'origine, les feuilles de canna sont effeuillées à la main, avec des petits ciseaux délicatement. Or, comme je le disais, avec de telles machines qui vont venir secouer, brasser, frotter les fleurs à leurs parois tranchantes, il se passe ce phénomène catastrophique pour les trichomes. Quand la fleur est sèche, ils sont beaucoup moins bien accrochés que quand elle est fraîche. La moindre secousse les fait donc rompre et tomber. Tout cela pour obtenir une fleur très esthétique pour les revendeurs. L'impression de la qualité plutôt que la véritable qualité. Que ce soit pour obtenir une jolie fleur en forme de caillou qui plaira visuellement aux consommateurs ou pour rabaisser les taux à la législation du pays importateur, la trim à la machine est un passage obligatoire pour les gros producteurs et les grossistes. Ce qui flingue, comme vous l'avez compris, inévitablement la qualité de n'importe quelle fleur. Pourquoi font-ils cela alors, au lieu d'embaucher des gens pour le faire à la main? En moyenne, une personne peut manucurer environ 50 grammes de l'heure, 100 grammes pour de la fleur dentée de très bonne qualité. Alors que selon les modèles, une machine peut manucurer au minimum entre 10 et 50 kg de l'heure. Donc la question est vite répondue. Comme on l'a dit, le producteur vend au grossiste qui prend sa marge de 2,5 à 3 fois minimum. Puis ensuite, il le vend au revendeur qui prend une même marge sur le consommateur. Et ça, c'est dans l'idéal quand il n'y a pas d'autres intermédiaires. Reprenons notre exemple du début avec une fleur vendue à environ 1,50 € le gramme au détail. Donc il faut savoir qu'une boutique en général fait du x3. Mais là, vu que le prix est très bas, on va partir sur du x2. Donc elle l'achète 75 centimes. Toutes les valeurs sont TTC pour une question de praticité. Alors si le grossiste vend une fleur à 75 centimes du gramme, à combien l'achète-t-il à ton avis? Et pour quelle raison l'achète-t-il si bas? Notre petite idée, c'est que la recherche de la rentabilité amène à embaucher des personnes peu qualifiées, à faire l'impasse sur certaines mesures nécessaires lors du traitement de la récolte ou de la manutention. Il n'y a pas de contrôle qualité dans ce marché. Comme d'habitude, l'Union européenne fait n'importe quoi, avec des législations totalement différentes d'un pays membre à l'autre, ce qui amène à des concurrences déloyales bien évidemment. Bref, autant de raisons qui expliquent pourquoi le CBD que tu consommes, c'est du foin, sans effet, sans aucun goût, quand ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire d'une fleur recouverte de terpènes chimiques, au goût extrêmement fort, et de néocannabinoïdes de synthèse tels que le HHC ou le THCP, qui t'explosent le crâne. Cela explique d'autant plus les dérives récentes qu'il y a eu avec ces nouvelles molécules de synthèse, venues compenser le manque de qualité dans le marché du CBD par des molécules aux effets très puissants qui n'étaient pas encore interdites par législation jusque-là. Mais alors c'est quoi du bon CBD? Et oui, telle est la question. Pour y répondre, rien de plus simple, il suffit de prendre tout l'inverse de ce qu'on vient de te dire. Fleurs produites naturellement, avec le moins d'intrants chimiques et surtout de vrais trichomes. Bon, pour arriver à ce résultat, ça nécessite quand même beaucoup de travail. Et les coûts de production ne sont pas à 10, 20 ou 30 centimes du gramme. Non, c'est beaucoup plus que ça. Bon, pour obtenir une fleur qui a été cultivée dans des conditions de respect de l'environnement, du sol et surtout du bon sens, il nous faut d'abord un sol riche en humus, un bon terroir, avec un travail du sol, ou pas d'ailleurs, mais qui permet un bon développement des racines. Il nous faut de bonnes mycorhizes qui viennent alimenter la plante. Donc pour ça, il nous faut un sol qui soit relativement propre. Tout au long de la culture, il faut un minutieux entretien de chaque pied, palissage, taille et feuillage, afin de stimuler la croissance et la résistance de ces derniers. Enfin bref, la floraison arrive, et là on est attentif à chaque détail, afin de maîtriser la qualité et d'éviter tout risque de moisissure, d'attaque par des ravageurs, de contamination, de vol aussi. Bref, cela demande beaucoup de travail et d'énergie, mais c'est le prix à payer pour obtenir une fleur qui soit propre et bonne en goût. Grâce à une connaissance des génétiques cultivées et de nombreuses analyses en laboratoire, la récolte doit être faite à un moment très précis où le taux de THC vient frôler les 0,3% pour maximiser le goût et les effets. Le séchage, la partie la plus importante de la culture, enfin du moins de la post-récolte, est minutieusement suivi pendant plusieurs semaines où on vient contrôler que l'humidité et la température soient quasi parfaites pour garantir la conservation des terpènes qui sont très volatiles et fragiles, surtout au contact de la lumière et de la chaleur. Et enfin, il y a un affinage qui vient terminer cette phase de séchage quelques semaines supplémentaires. C'est une sorte de bonification où on vient adoucir le goût en enlevant les résidus de chlorophylle et en continuant le travail de décarboxylation naturelle des cannabinoïdes. Puis enfin, l'étape la plus importante avant de recevoir ton CBD chez toi dans ton grinder, c'est bien sûr la manucure. Chez Blato, par exemple, on manucure absolument toutes les têtes à la main. Nous n'utilisons pas de trimeuse puisque, comme on te l'a dit, on connaît le résultat. Donc on prend nos gants, nos petits ciseaux et on passe des heures et des heures à nettoyer les feuilles pour leur donner une bonne esthétique tout en faisant attention de ne pas défoncer les trichomes. Et il n'y a pas un gramme de CBD qui ne soit pas passé dans nos mains. Au final, tu reçois ton pochon chez toi pour un super moment de dégustation. Mais derrière tout ça, tu l'as bien compris, il y a des heures de travail et une tonne d'énergie et de passion investie pour arriver à ce résultat. Bien sûr, à chaque saison, on perfectionne nos techniques, on enrichit notre expérience tout en
respectant les valeurs de la paysannerie, de l'artisanat et du savoir-faire français. Cette culture traditionnelle avec une compréhension profonde de la plante, du terroir et une observation attentive nous permet aujourd'hui de proposer directement du producteur au consommateur une des meilleures fleurs de CBD sur le marché. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est selon vos retours. Pour découvrir les méthodes de chaque cannabiculteur et les petites astuces, tu peux retrouver nos vidéos visites de ferme de l'an dernier qui sont disponibles dans la playlist éponyme. Tu peux également voir l'évolution de notre savoir-faire depuis le début dans la playlist suivi de culture. Cette année chez Blateau, nous cultivons en plein champ, sous serre, mais également en intérieur pour maximiser notre expérience, nos connaissances et la diversité de nos produits. C'est beaucoup de travail, mais c'est un véritable plaisir et une passion d'œuvrer pour vous offrir un produit sain, de qualité et gustativement bon. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, eh bien mi-août sortira la vidéo de la récolte en inté dans notre grenier de toutes les étapes qu'en ont suivi, séchage, affinage, manucure, jusqu'à la préparation de la commande, en même temps que la sortie officielle de ces petites pépites. Donc on a vraiment hâte parce que ça va être une folie pour vos papilles.